OK, donc bonjour tout le monde. Alors, merci d'être présent pour ce début d'après-midi. Donc, je vous présente Julie Bouchard, qui est PhD, professeure agréée à l'UQAC depuis 2008. Elle détient un PhD en recherche-intervention en neuropsychologie clinique de l'UQAM. C'est ça, ses champs d'expertise incluent les aspects psychologiques et cognitifs influençant la participation sociale chez les personnes atteintes d'ataxie Charlevoix-Saguenay, la réintégration socio-occupationnelle, de même que le développement de nouvelles approches de réadaptation pour les personnes ayant des atteintes neuropsychologiques, enfants, adultes, personnes âgées, incluant l'Alzheimer, le TDAH, les TCC et l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. La professeure Bouchard travaille avec le GRIM depuis 2008. Elle a supervisé et supervise encore de nombreux étudiants gradués en psychologie. Alors, elle va nous parler de l'utilisation des tests. Je vais lui laisser présenter son sujet. Merci. Alors, bonjour. Comme l'introduction disait, je vais parler de l'utilisation des tests psychologiques et neuropsychologiques auprès de la population ARZAC. Pour le faire avancer, il est là. Je m'excuse. Auprès de la population ARZAC, donc l'ataxie Charlevoix-Saguenay, que je vais appeler ARZAC tout au long, au niveau de l'applicabilité des considérations cliniques à tenir compte à ces niveaux-là. Pourquoi on s'est intéressé à l'applicabilité? En fait, les objectifs, quand on visait la population ARZAC, c'était de développer la connaissance au niveau clinique pour savoir comment est-ce qu'il se développe au niveau psychologique et neuropsychologique, mais également pour les recherches de traitement. Quand on veut faire une recherche pour un traitement, on vise à avoir des batteries qui soient le plus efficientes possible et qui aillent mesurer la bonne chose en un temps limité. Il y a des critères qu'il faut tenir compte et c'est à partir de là qu'on s'est intéressé aux batteries. Et on a commencé avec un projet pilote, avec des patients atteints d'ataxie afin de faire une grosse batterie pour bien voir quel test qui mesurait bien les atteintes et qui pouvait se faire en considérant les limitations de la population. Qu'est-ce que c'est l'ARZAC? Je vais passer assez rapidement. Je pense que ceux qui ont suivi les autres présentations, on en a parlé quand même bien. C'est une maladie récessive qui se retrouve principalement à Charlevoix-Saguenay, mais qu'on retrouve à diverses mutations partout à travers le monde maintenant. On parle beaucoup des symptômes physiques de l'ARZAC, mais on commence tranquillement à découvrir qu'il y a des symptômes qui sont plus neuropsychologiques et psychologiques, qui sont aussi associés au syndrome cognitivo-affectif cérébelleux. J'irai même pas plus loin que ça au niveau de la présentation de l'ARZAC, que je pense que vous allez avoir encore et que vous avez déjà eu. Quand on fait des évaluations, ce que je disais tout à l'heure, on a des visées différentes. On peut viser les connaissances générales, donc développer la pratique clinique, à savoir qu'est-ce qu'on peut dire aux patients pour leur évolution au niveau psychologique et neuropsychologique. Présentement, il y a très peu d'études qui ont été faites à ces niveaux-là. C'est souvent des études de cas, les mutations sont différentes, donc on n'avait pas de données claires à leur dire comment ça va évoluer au niveau psychologique, au niveau neuropsychologique. On avait des données de certaines études chez les adolescents, avec Drolet et Lévesque, qui nous donnaient un petit portrait. On avait les données de Dr Bouchard qui nous parlait du QI général et de certaines fonctions qui étaient affectées. Mais au niveau du développement du reste de la pathologie, on n'en avait pas beaucoup. Donc, pour que ce soit pour la pratique clinique, la recherche ou l'enseignement, on voulait développer les connaissances au niveau ARZAC. Au niveau personnalisé aussi, pour le soutien, les équipes traitantes et les proches, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient au niveau psychologique, au niveau neuropsychologique. Donc, c'est un objectif qui peut être pour développer les batteries aussi. Quand on parle des impacts, on parle du développement de plus en plus de traitements pour cette maladie-là. Et il faut pouvoir savoir qu'est-ce que le patient a comme symptômes avant, au niveau psychologique, neuropsychologique, je m'excuse, et voir l'impact de la molécule ou du traitement qui est offert après. Donc, des études pour le traitement pour voir l'évolution dans ces deux sphères-là. Pour le projet pilote qu'on a utilisé pour développer la batterie qui serait la plus efficiente, on a collaboré avec des patients
les patients qui venaient d'une plus grande étude qu'on a parlé ce matin et qu'on va reparler. C'est 8 patients de la clinique neuromusculaire qui avaient la même mutation. On a pris 4 hommes, 4 femmes qui étaient séparés par tranche d'âge. Donc, entre 21 et 30 ans, on avait un homme, une femme, entre 31 et 40, entre 41 et 50 et 51 et 60. Ça nous permettait quand même d'aller voir s'il y avait une évolution dans les données ou s'il y avait des tests qui s'appliquaient mieux à certaines populations. On a parlé beaucoup du 40 ans comme étant la limite quand il commençait à avoir la perte de la marche ou plutôt la prise du fauteuil roulant. Dans les tests neuropsychologiques, on utilise très peu le bas du corps, donc ce n'était pas nécessairement un critère qui semblait nous concerner, mais en même temps, on voit une évolution plus marquée à partir de 40 ans. Donc, le recrutement s'est fait aléatoirement dans l'étude et c'était des patients de la clinique maladie neuromusculaire. Pour la passation, étant donné qu'on a pris une très grosse batterie, c'est une passation qui pouvait prendre 3 à 4 demi-journées avec les patients, qui s'étalait parfois sur 3 semaines. Et lors de passation des outils, on l'a adapté selon à la fois la fatigue et la difficulté. On permettait aux patients d'aller prendre des pauses pour mesurer les bonnes choses, pas seulement mesurer la fatigue des patients. Notre population qui a servi à l'étude, ce qu'on peut voir au niveau socio-démographique, ils sont principalement célibataires. Le niveau de scolarité, c'est assez varié. Il y en a qui n'ont pas terminé un secondaire 5, il y en a d'autres qui sont allés aux études universitaires. Et au niveau de l'emploi, ça, c'est moins partagé, on va dire. En général, ils sont soit sans emploi ou à temps partiel. On avait une seule personne qui était aux études à temps plein. La santé physique perçue, ce matin, on en a parlé au niveau psychologique, la population qu'elle a eue, souvent, ils considéraient que leur santé, pas psychologique, mais physique, était soit excellente ou bonne. Dans nos 8 personnes ici, c'était bonne ou passable. Fait qu'on n'avait pas de personnes qui considéraient qu'il y avait une santé excellente, mais au moins bonne à passable. La mobilité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, on voyait qu'il y avait souvent besoin d'aide, que ce soit canne, marche ou fauteuil roulant. Principalement à l'extérieur, il y avait encore plus besoin d'aide qu'à l'intérieur. Et le niveau d'autonomie, qui était généralement soit autonome ou partiellement autonome. On avait une personne qui considérait qu'il y avait besoin d'une assistance complète. Les tests utilisés pour cette batterie-là. Ce qu'on a visé, c'est d'aller évaluer toutes les fonctions cognitives, donc neuropsychologiques, et certains aspects au niveau psychologique. Donc, au niveau neuropsychologique, on est allé voir les fonctions intellectuelles, le langage, attentionnel, la mémoire visuelle, les fonctions exécutives, les praxies et les fonctions visio-perceptuelles. Quand on parle de la sphère plus psychologique, on a pris un test de personnalité et un test qui allait mesurer la détresse psychologique et certains dépistages de psychopathologie. Donc, les tests utilisés en neuropsychologie, c'est principalement des tests papier-crayon. Avec les atteintes connues de la maladie, des tests papier-crayon, ce n'est pas toujours très simple. Il y a certains tests qui se font à l'ordinateur aussi et avec l'utilisation du chronomètre. Donc, c'est tous des facteurs qui, déjà, avec les atteintes connues au niveau ARSAC, pouvaient présenter des contraintes. Souvent, on demande des réponses verbales aussi. Donc, tout ce qui est coordination motrice et dysarthrie pouvaient atteindre nos résultats aussi. Donc, on essayait d'être attentif à ces aspects-là. Donc, les 2 problématiques principales. La batterie de tests utilisés, c'en est une partie, contenait 37 sous-tests. Il y avait 4 batteries dans ça où on utilisait plusieurs sous-tests. Fait que là, il y en a quelques-uns qui sont nommés, que ce soit le CPT, on a mis les abréviations et les noms complets en dessous. Le Connor Continuous Performance Test, qui est un test pour mesurer l'attention soutenue et qui demande une réponse sur le bord de clavier d'un ordinateur avec des temps de réaction. On avait l'impression qu'il y aurait des atteintes à ce niveau-là, mais suite à une discussion informelle avec Mme Muriel Lisac aussi, qui avait travaillé beaucoup avec les populations ataxiques à Montréal. Elle nous disait le temps de réaction, c'est quelque chose qu'il faut absolument mesurer, même si vous avez une problématique. Donc, essayez d'aller le voir d'une certaine façon. Le MVPT, qui était
Motor Free Visual Perception Test, qui permet d'aller voir la perception visuelle, mais sans demander une réponse motrice aux participants. Le Hooper Visual Organization Test, qui est de reconstituer des formes pour voir au niveau de la perception visuelle, la synthèse visuelle. Le Continuous Visual Memory Test, qui demandait de la mémoire visuelle, mais sans demander une réponse motrice associée, donc qui demandait de la reconnaissance visuelle. Benton Facial Recognition Test, qui est de la reconnaissance de visage sous plusieurs angles, donc encore au niveau visuel. Les tests des praxies de Jason Brown, qui demandent de faire des gestes, qui soient intransitifs, transitifs, mais qui demandent une réponse motrice importante quand même, mais pour vérifier si les praxies, donc les séquences de mouvement, sont atteintes. Au niveau du fonctionnement intellectuel, on a pris le WAIS 4. Le WAIS 4 qui avait plusieurs sous-tests. On n'a pas pris les sous-tests verbaux, mais on est allé chercher les sous-tests plus visuospatiaux, visuoconstructifs. Les sous-tests verbaux qui demandent une réponse motrice élaborée, on a cru que ce ne serait pas une bonne façon d'aller évaluer ces patients-là avec la dysarthrie qu'ils présentaient. On va voir dans les résultats que finalement, bien, ce serait peut-être quand même utilisable parce qu'ils sont capables de nous donner une belle réponse verbale tout de même interprétable. Le Leiter 3, qui est un test de fonctionnement intellectuel, mais qui n'utilise pas du tout le verbal. Donc, la personne qui fait la passation, l'examinateur, doit faire des gestes pour faire comprendre. Il n'y a aucune consigne verbale qui doit être donnée habituellement. On va en reparler parce que finalement, toute l'utilisation habituelle qui demande d'utiliser le gestuel n'était pas toujours compris par le patient et finalement, on était toujours obligé d'aller chercher des explications verbales pour faire le test. Donc, ça n'a pas été un franc succès. Le NEO-FFI, donc le test de personnalité à 5 facteurs. Le SCL-90R, qui est un test pour la psychopathologie. Les lignes enchevêtrées de Ré, parce qu'il est connu aussi qu'il y a un certain nystagmus au niveau de l'ataxie Charlevoix-Saguenay. Donc, on voulait aller voir si on pouvait le faire ressortir avec ce test-là. Le Wisconsin, en fait, c'est des cartes que la personne doit placer selon une certaine catégorisation qui est pas dite de façon explicite, mais qui doit déduire. Donc, il y a une réponse à l'environnement, une rétroaction de l'environnement qui doit tenir compte. Les matrices progressives de Ravens, qui sont un test qui utilise le non-verbal, mais qui est connu pour être équivalent au fonctionnement intellectuel. Et la batterie de l'EDICEF, qui avait 3 sous-tests dans cette batterie-là qu'on est allé utiliser. Donc, quand on regarde les batteries, dans le WAIS, il y avait les blocs, les séquences de chiffres qui sont de l'empan, les matrices qui sont l'équivalent des matrices de Raven, mais en plus simple, un sous-test d'arithmétique qui demande quand même une réponse verbale, mais pour seulement donner la réponse, le repérage des symboles qui est de l'attention, les casse-têtes visuels qui est du raisonnement intellectuel suite à des images au niveau visuospatial. Le code qui doit reproduire une réponse motrice, donc ça a été plus difficile aussi. Les balances, l'annulation qui est de la recherche au niveau attentionnel et au niveau visuospatial, les images à compléter. Nous avons utilisé aussi le NAB. Le NAB, c'est une batterie, le Neuropsychological Assessment Battery, qui est une batterie anglophone. On a fait une traduction maison de certains sous-tests parce qu'on se disait que cette batterie-là semblait très utile pour aller chercher les éléments, puis avait des éléments très courts. L'évaluation était très courte, fait qu'on a fait une traduction maison. On va en reparler tout à l'heure. Le Leiter, on a utilisé les sous-tests qui étaient là. Et le DKEF, donc on a regardé le traçage de pistes, le trail making, qui demande à relier des points ensemble. Color Word Interference Test, c'est connu aussi sous le nom de Stroop, donc qui demande une réponse verbale. Et les tours de l'onde qui demandent la manipulation de billes sur des petites échelles. J'ai mis quelques images de certains tests qui sont un peu moins connus, le MVPT, le Continuous Visual Memory Test, le Leiter, qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de manipulations, de dessins qui sont là, et en bas, le Benton Facial Recognition Test, où on demande à la personne de reconnaître les 3 visages qui vont avec le visage du haut, qui sont le même que le visage du haut.
quand on est arrivé pour choisir, on s'est posé la question à savoir comment est-ce qu'on va faire pour choisir ces tests-là. C'est quoi les critères qu'on va prendre pour dire c'est un bon test, c'est pas un bon test. En général, ce qu'on regarde en premier, c'est la validité du test, la fidélité. Ces éléments-là ont été regardés dans la sélection de la batterie générale qu'on vous a présentée tout à l'heure. Il y a aussi la représentativité. Est-ce qu'ils vont mesurer les sphères qu'on veut aller mesurer? Donc, on est allé chercher cet aspect-là aussi. Mais il y avait la partie applicabilité. C'est beau d'aller chercher des tests qui sont valides, fidèles et qui mesurent supposément le langage, mais si on n'est pas capable de l'appliquer à la population à qui on s'adresse, le test, il ne sert absolument à rien. Donc, pour aller chercher une grille qui allait déterminer comment est-ce qu'on allait évaluer l'applicabilité de ces tests-là, on s'est basé sur un article de Auger qui avait développé, en faisant une méta-analyse pour aller rechercher le terme applicabilité, les éléments qui ressortaient le plus pour voir comment est-ce qu'on peut mesurer l'applicabilité. Il y avait 4 sous-critères qui sortaient beaucoup, soit le fardeau du répondant, la personne qui répond, le fardeau de l'examinateur, les résultats obtenus et la compatibilité du format avec la population visée. Eux autres, quand ils ont utilisé cette batterie-là, après ça, ils l'ont utilisée avec une population gériatrique. La population ARSAC a des particularités aussi qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas comparer nécessairement une batterie gériatrique à une batterie ARSAC, mais l'utilisation de cette grille-là était très intéressante pour aller déterminer l'utilisation des tests. La version officielle de la grille, en français, ça donnait ça. C'est écrit un peu petit, fait que je vais me permettre de toutes les décomposer tranquillement avec vous, mais elle est là au complet. C'est une grille qui permet une cotation en 3 critères, donc excellent, acceptable ou à recommander, le critère C. Et chaque sous-critère a des sous-sections et la cotation se fait très facilement puisqu'il y a des réponses. Je vais vous montrer un exemple. Donc, admettons, l'instrument n'est pas invasif ou l'instrument est invasif. On a vraiment qu'est-ce qu'on doit coter en fonction de chacun des critères. La première section, on parlait du fardeau du répondant. Dans cette section-là, les 3 sous-critères, il y avait le caractère invasif de l'instrument. Donc, est-ce que l'instrument y est invasif? Au niveau de la sécurité, y a-t-il un risque de blessure physique? Au niveau des tests neuropsychologiques, on n'a pas trop de risque de blessure physique. Quand on va regarder, si on regardait avec des tests au niveau de l'ergothérapie, de la physiothérapie, le Limocote ou autre, on pourrait voir des risques physiques. Donc, dépendamment des outils, ça peut être une question qui va être plus appropriée. La troisième, l'acceptabilité. Donc, quel est le temps pris pour le réaliser et est-ce que le client accepte, le participant accepte de le faire? Est-ce qu'il va se refuser de faire le test parce qu'il est trop difficile ou autre? Quand on regardait ces aspects-là, au niveau invasif, on retrouvait les praxis de Jason Brown. En fait, c'est un test où ce qu'on demande de faire des mouvements, de se mettre debout, de faire des positions, faire la position du boxeur. Donc, pour les patients, ce n'était pas tout le monde qui était capable de répondre et il pouvait être très invasif à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité aussi, il y avait des risques de chute quand on fait lever un patient pour y faire prendre des positions où ce que l'équilibre peut être en jeu. Au niveau de l'acceptabilité, que ce soit les matrices progressives de Raven, le CPT2, le Leiter 3, le CVMT ou le Wisconsin, ils ont tous eu des critères d'acceptabilité qui n'étaient pas parfaits, principalement parce qu'ils sont longs à faire. Certains sous-tests sont longs, mais c'est pour une bonne cause et les patients acceptaient quand même de le faire, mais on ne pouvait pas le coter autrement à cause de la longueur du test aussi. Il y a quand même 77 % de notre batterie qui a reçu des cotes A pour ces 3 critères. Quand on regardait le fardeau de l'examinateur maintenant, on parlait du temps d'administration qui durait soit plus de 10 minutes, moins de 10 minutes ou plus de 20 minutes. On en a parlé un petit peu tantôt dans l'acceptabilité aussi. La qualité des instructions. Donc, la question qu'on pouvait se poser, est-ce que les instructions sont complètes, claires, pertinentes, faciles d'accès et faciles à consulter? À ce niveau-là, au niveau des tests, surtout neuropsychologiques, les instructions en général vont demander une certaine formation de base pour pouvoir faire passer plusieurs tests, mais il y a certains sous-tests que la consigne est très claire, il y en a d'autres que c'est vraiment complexe. Quand on parlait, on va le voir tout à l'heure, du Leiter, comment arriver à faire comprendre au patient qu'est-ce qu'on veut lui faire sans utiliser de réponse verbale, c'est un peu plus difficile.
Quand on parle de trouver les consignes, il y a certains sous-tests qui sont faciles à trouver, puis il y en a d'autres qu'on va chercher longtemps pour avoir soit la consigne ou la cotation. L'entraînement, est-ce que la passation nécessitait un entraînement qui était simple, court, spécifique à un professionnel ou très complexe? Donc, il y a des tests qu'on n'a pas besoin de formation de base pour pouvoir les faire passer, que ce soit les praxis, mais il y en a d'autres pour un WAIS que ça prend une formation au moins de base et souvent, c'est très complexe de pouvoir bien faire passer les différents sous-tests. Ensuite, la simplicité de la mesure était aussi au niveau du fardeau de l'examinateur. Quand on parlait de l'administration et la cotation, parce qu'il y a certains sous-tests qu'une fois qu'il est passé, il faut aussi le coter et il faut aller chercher dans les volumes, les cahiers, les normes, c'est pas toujours facile. Et les résultats qu'on obtient, est-ce qu'ils sont interprétables? Est-ce qu'ils sont pertinents à ce qui est supposé d'être mesuré ou pas? C'est un autre facteur qu'on peut regarder. La disponibilité, donc ça, c'est un problème quand même assez majeur en psychologie, neuropsychologie. Les batteries de tests coûtent extrêmement cher à acheter. Donc, en général, une batterie complète peut coûter dans les environs de 2000 $, mon Dieu, 2000 $ par batterie. Et ça, c'est une seule batterie, donc on étire. Il y a certains sous-tests qu'on va trouver facilement qui ne coûteront rien. Qu'on parle des praxis, ça ne coûte rien à faire. On a la feuille de cotation, on a le sous-test, mais quand on parle du WAIS, on est à 2500 $ pour une seule batterie. Donc, c'est des critères aussi à considérer, que ce soit pour la recherche ou en milieu clinique. On reste avec des contraintes budgétaires, donc c'est des critères importants. Y a-t-il des droits d'auteur? Donc, des fois, il faut payer pour acheter la cotation aussi de la batterie. Et les paramètres environnementaux sont-ils simples? Donc, quand on regarde ces différents facteurs-là, il y a certains sous-tests qui ressortent. Quand on parlait du temps d'administration, le Leiter 3 a eu un C parce qu'il est vraiment très long à faire. Il n'est pas agréable pour les patients. Ils trouvaient le temps long, puis souvent, ils résistaient à ce test-là. On a peu de A dans le temps d'administration parce que vraiment, au niveau neuropsy, ça prend du temps. C'est un facteur qui est très désagréable d'une certaine façon. On ne fait pas des passations de groupe, ça prend du temps à aller bien évaluer la fonction, mais c'est l'utilisation des tests qui sont là. La qualité des instructions, c'est l'avantage des tests neuropsy. Souvent, les batteries coûtent cher, mais ils ont des instructions qui sont très claires, très précises, très détaillées. Quand on parle d'entraînement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le Leiter 3, quand je parle à quelqu'un de faire passer ce test-là, c'est généralement une grimace que je reçois parce qu'on a de l'air à des clowns en avant et c'est pas toujours facile d'aller faire comprendre. On est habitué de le faire au niveau verbal, les consignes, les données au niveau verbal. Fait que quand on dit à la personne « tu n'as pas le droit de parler », c'est déjà très difficile pour l'examinateur en partant. La simplicité de la mesure. Le Wisconsin Card Sorting Test, on l'a fait version papier. Déjà, le faire version papier, aller coter en même temps qu'on fait passer le test, c'est très difficile. Aller le coter et l'interpréter après, c'est un travail en soi. C'est sûr que présentement, on l'a fait la version papier. On s'est dit, on va le faire comme ça parce que c'est pas tout le monde qui a l'accès non plus à la version. Il y a une version informatisée de ce test-là, que la cotation se fait par l'ordinateur, mais la version informatisée demande aussi une réponse à l'écran. Donc, au niveau de la coordination motrice des patients, ça peut amener des difficultés aussi. La disponibilité, bon, les lignes de ré puis le test des praxis, c'est disponible, ça se trouve, c'est du papier-crayon, c'est très facile à aller trouver. Les autres tests, au niveau des coûts, surtout qu'on a parlé, sont très élevés. Fait que dans cette section-là, qui est fardeau de l'examinateur, il y a 62 % des tests seulement qui ont reçu la lettre A. Les coûts et la longueur de passation et de cotation sont les principaux facteurs qui ressortaient. Au niveau des résultats, on voulait regarder s'il y avait une normalité de distribution. Donc, y a-t-il moins de 20 % ou plus de 50 % de biais de distribution dans ces tests-là, dans les résultats obtenus, ou y a-t-il des effets plafond et plancher? Les effets plafond et plancher. Les effets plafond, le test est tellement facile que tout le monde réussit à le faire. Donc, on n'est pas en train de mesurer finement qui est capable de le faire ou qui a une atteinte. Et l'effet plancher, le test est tellement difficile que tout le monde
a de la misère à monter au niveau de la population. Donc, c'est des tests qui ne nous révèlent pas grand-chose au niveau de la capacité à réaliser la fonction quand il y a des effets plafond ou plancher qui sont importants. Donc, c'est important d'aller voir pour notre population spécifique, est-ce qu'il y a ces effets-là. Quand on parle de la normalité de la distribution, le Leiter 3 a donné quand même un B parce qu'ils se regroupaient tous autour des mêmes réponses. La même chose pour le Wisconsin et les praxis de Jason Brown. En fait, les praxis, on n'a mis pas applicables parce qu'il n'y a pas de cotation réelle, il n'y a pas de norme par rapport à ça. Tu l'as pas. Donc, la normalité de distribution, on ne peut pas la retrouver. Il y a quand même 80% qui ont reçu un A pour cette section-là. Au niveau de la compatibilité du format maintenant, est-ce qu'il y a des preuves d'applicabilité pour des sous-groupes d'âge, de genre ou de culture? Au Saguenay, en général, on est quand même chanceux au niveau de la culture. Quand on l'applique ailleurs, il faut tenir compte de certains facteurs au niveau de la culture aussi. Mais il y a certains tests qui vont aller faire des résultats qui vont nous donner un portrait selon différentes populations, selon la population TDAH, selon la population avec des pathologies autres. Mais c'est rare qu'on va vous trouver des sous-tests qui vont aller faire des sous-groupes avec les populations ARSAC. On s'entend que c'est pas généralement dans les cahiers de normes qu'on retrouve ça. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont soulignés, des adaptations proposées pour certains groupes? Donc, il y a certains tests qu'on va voir que si on dit, pour ceux qui ont un trouble du langage, faites telle procédure pour pouvoir vérifier que vous mesurez bien la bonne chose et non pas juste avoir un score obtenu qui est nul et qui nous indique juste que la personne n'a pas, je m'excuse, j'ai changé, qui n'a pas réussi à comprendre la consigne, donc on n'a pas mesuré la bonne fonction. Est-ce qu'il y a des formats alternatifs qui peuvent être proposés? Donc, y a-t-il d'autres adaptations, des formats selon l'âge, selon les problèmes de langage, de vision? Certains sous-tests visuels, quand on parle des lignes enchevêtrées, c'est tout petit. Qu'on travaille avec des populations avec des problèmes visuels, des fois pouvoir augmenter la grosseur des caractères. Déjà, on va mesurer la bonne chose. On ne mesurera pas, il n'est pas capable de voir les lignes parce qu'ils sont trop petites, mais plutôt mesurer la capacité à faire une poursuite oculaire. Le dernier point, l'adaptabilité du format. Est-ce que les instructions originales peuvent être réalisées par tous les participants? Et est-il possible de réaliser le test avec des instructions adaptées? Il y a certains tests qui nous disent clairement, c'est cette formule-là que vous prenez pour pouvoir utiliser les normes de cotation. Donc, il y en a qui ce n'est pas possible d'adapter la passation, tandis qu'il y en a d'autres qui permettent une adaptation. Les exigences physiques. Donc, est-ce qu'il y a des exigences physiques qui sont nécessaires pour réaliser le test et est-ce qu'elles peuvent influencer les résultats? Les exigences cognitives, est-ce que ce test-là il est adapté pour tous les niveaux d'éducation ou de niveau cognitif pour les personnes ou il va nous donner des effets plafond-plancher? Y a-t-il des spécifications sur le niveau d'éducation? Donc, il y a certains sous-tests que quand on arrive pour les coter, ils vont dire les personnes qui ont un grand niveau d'éducation, c'est certaines normes, alors que quand le niveau d'éducation est plus bas, on va utiliser d'autres normes. Est-ce qu'il y a des données manquantes? Donc, obtenons-nous moins de 10 ou plus de 15 de données manquantes parce que l'instrument il est trop difficile puis les patients disent non, je ne veux plus continuer, donc ça ne nous donne pas une bonne réponse au test, mais ce n'est pas parce qu'on a mesuré la chose, mais parce que les patients ne veulent plus le faire. Donc, quand on regardait la compatibilité du format, il y en a 65,56 qui ont reçu un A. Quand on parlait au niveau de l'âge, genre et culture, ils ont tous eu la cotation A, sont tous excellents parce que souvent sont adaptés selon l'âge. Il y a des normes qui vont le permettre aussi. Quand on parlait d'un format alternatif, il y en a peu. Puis ça peut être très intéressant, le format alternatif, parce que quand on fait du test-retest, il peut avoir aussi des effets d'apprentissage. Fait que quand on peut avoir un test qui va nous permettre de refaire une version alternative, mais qui ne sera pas la même et qui va mesurer l'effet d'apprentissage, ça pourrait être intéressant. Dans les tests qu'on a utilisés, il n'y en a pas qui nous le permettaient. L'adaptabilité du format, on en a parlé amplement, le Leiter 3, donc il n'était pas dans des bonnes façons de faire pour l'adaptabilité du format. Les exigences physiques, on en a parlé aussi tout à l'heure au niveau des praxis, donc ça demande des exigences physiques que les patients n'étaient pas capables de répondre. Et au niveau cognitif,
Il y en a qui ont vraiment reçu la lettre A dans cette sphère-là, qui sont le Hooper ou autre, parce qu'il y avait vraiment des données sur le niveau d'éducation, sur l'âge, et qui étaient beaucoup plus précises au niveau du fonctionnement pour pouvoir interpréter les données correctement. Le seul qui nous a donné des données manquantes, c'est le praxis, parce que les gens n'étaient pas capables de tout réaliser les praxis demandés. Quand on demande de prendre la position du boxeur, du plongeur à quelqu'un qui est en chaise roulante, bien, ça nous donne des données manquantes, donc c'est pas idéal. Donc, quand on prenait les batteries en général pour chacun des passations, il y a 4 % qu'on n'a pas pu classifier dans nos tests, mais la plupart, donc 68 % ont reçu une cote de A, ce qui est quand même très bon pour l'applicabilité. Il y en a seulement 16 % qui ont eu des B et 12 % qui ont eu des C. C'est très global comme résultat. Ça nous a permis tout de même de faire une batterie qui est recommandée, donc pour la passation. Donc, dans les sous-tests qui sortaient recommandés, on parlait du WAIS-4, qu'on a fait seulement au niveau non-verbal pratiquement. On avait éliminé plusieurs sous-tests verbaux, mais à la fin de la passation, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on aurait pu garder ces sous-tests verbaux-là parce que les patients sont quand même capables d'y répondre et de façon compréhensible. On aurait pu aller mesurer plus clairement le langage à ce niveau-là. Le CPT2, ça a quand même été une surprise parce que c'est un test à l'ordinateur, temps de réaction, et on avait peur de la réponse au niveau motrice, mais ça a donné des belles réponses pour l'attention soutenue et même le temps de réaction qu'on pouvait aller mesurer de façon objective avec cet outil-là. Le MVPT3, donc, qui ne demandait pas de réponse motrice, mais qui pouvait aller voir les fonctions visuo-perceptuelles, ça nous permettait d'aller voir la sphère visuo-perceptuelle avec ça, mais sans avoir la contrainte motrice. Au niveau personnalité, le NEO, qui a été discuté ce matin avec Mme Geneviève Forgue, qui nous donnait un beau portrait de la personnalité des patients. Le Hooper, qui est au niveau visuospatial encore, CVMT, qui allait mesurer la mémoire visuelle, qui est une sphère qui est supposée d'être atteinte. Donc, il nous donnait un portrait quand même assez clair de la compétence des gens à le faire, sans demander une réponse motrice associée. Le Benton Facial Recognition Test, donc qui permettait d'aller voir un autre aspect au niveau visuo-perceptuel. Le SCL-90R, qui est quand même un test de dépistage, il faut faire attention, des fonctions psychopathologiques. Ce n'est pas un portrait complet au niveau psychopathologique et détresse, mais ça nous donne un premier coup d'œil à ce niveau-là. Et les lignes enchevêtrées dorées qui nous permettaient de voir souvent les nystagmus ou la difficulté en poursuite oculaire. Il y a certains qui étaient recommandés avec prudence. Quand on parle du NAB, donc le Neuropsychological Assessment Test, Battery, je m'excuse, c'est sûr que le fait qu'il soit en anglais, qu'on ait dû faire une adaptation au niveau du format, donc c'était pas l'idéal. Il y a plusieurs tests, ça c'est une réalité au Québec, qui n'ont pas de normes québécoises et qui ne sont pas traduits. On aimerait bien ça, mais on n'est pas assez une grosse population pour que ça soit rentable pour les compagnies de tests. Donc, il faut faire des traductions maison, il faut utiliser des normes anglophones avec ça. Les normes ne sont pas parfaites, mais ça reste des outils qui sont très intéressants. Le NAB, il y a plusieurs batteries sous-batteries dans le NAB. Il y en a une de dépistage qui permet de savoir où aller chercher. On ne les a pas toutes utilisées dans cette évaluation-là, mais il y aurait peut-être lieu d'aller en chercher plus et de faire, à la limite, une traduction maison, mais au moins, ça nous donne un portrait qui est intéressant. Le Wisconsin, ce qui était noté, c'était plus de l'utiliser en version ordinateur que de la version papier, que ce soit pour la passation ou la cotation, qui est vraiment très longue et pénible. Dans le DKEF, on avait le Color Word Interference, c'est le STROOP. Le STROOP, ça demande une réponse verbale et il y a un temps, il faut répondre rapidement. Donc, avec la dysarthrie, ça peut nous donner un portrait, mais ça reste à interpréter avec prudence. Et les trail making. Le DKEF donne quand même plusieurs étapes pour le trail making, donc ça peut être intéressant d'aller enlever la partie motrice pour voir vraiment la performance au niveau exécutif dans cette batterie-là. Sauf que c'est plus difficile de bien mesurer les choses. Ceux qui étaient non recommandés, vous ne serez pas surpris si je vous nomme le Leiter 3. Je pense que j'en ai parlé tout au long. Le trail making, il est aussi... je m'excuse, c'était les tours de Londres tout à l'heure. Le trail making, il permet quand même, mais il n'est pas recommandé parce que vraiment la réponse motrice est plus grande. Les tours, les billes, c'est difficile au niveau de la coordination d'aller les placer, mais ils réussissent au moins à nous montrer qu'est-ce qu'ils font comme raisonnement exécutif. Les matrices progressives de Raven,
très longue. Le portrait que ça donne, il y a peu de variabilité dans le portrait. Ce qui est recommandé à la place, c'est d'utiliser les matrices du Waze, qui sont beaucoup plus courtes, qui donnent quand même un portrait avec des belles normes qui sont plus adaptées aussi parce qu'il y a le passage du temps avec les normes des matrices de Raven qui a fait son effet, je crois. Praxis de Jason Brown, malheureusement, ça nous donnait un beau portrait des praxis, mais étant donné qu'il y a beaucoup de difficultés, soit l'adapter ou ne pas l'utiliser au complet. C'est sûr qu'il n'y a pas de norme, fait qu'on pourrait aller chercher les parties qu'on peut utiliser, mais souvent, il y a des réponses au niveau des mains, donc ça devient très difficile à utiliser. Les considérations cliniques de tout ça. Donc, la pratique clinique versus la recherche. Ce qu'on a fait comme évaluation sur ces tests-là, on peut se permettre de faire ça en recherche. En pratique clinique, tout côté les grilles, c'est vraiment pas un temps qui est souvent fourni. Donc, ça vaut la peine des fois de s'allier avec une équipe de recherche à dire est-ce qu'on peut faire cette cotation-là puis voir c'est quoi la batterie la plus efficiente. Donc, de plus, les critères ne peuvent ne pas avoir le même poids pour la pratique clinique que la recherche. En recherche, on veut aller chercher certains aspects et les faire ressortir. En pratique clinique, ce qu'on veut, c'est avoir un portrait de la situation, de certaines fonctions. Fait qu'on n'ira pas chercher le même objectif. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on veut mesurer. Est-ce qu'on veut mesurer l'attention du client, l'incapacité au niveau moteur ou la fonction qu'on est supposé d'évaluer? Donc, il y a certains tests qu'on va choisir en fonction de qu'est-ce qu'on veut évaluer. Si j'utilise le Stroop puis que ce que je veux voir, c'est la vitesse, je ne prends pas le bon test pour la vitesse parce qu'au niveau de la dysarthrie, il va avoir un impact majeur. Donc, le temps pris pour l'exercice n'est pas disponible et pour les études cliniques, moins le temps est long, plus la batterie est efficace. En général, on n'a pas beaucoup de temps qui est attribué pour chaque participant versus la recherche où souvent on va pouvoir se permettre de faire des batteries beaucoup plus complètes. Il faut toujours se souvenir de l'objectif spécifique de notre évaluation et de nos contraintes environnementales. Les patients, ils ont trouvé ça long. 4 demi-journées, ils ont trouvé ça très, très long. Ils sont super gentils, nos patients au Saguenay, vraiment. Ils se prêtent au jeu, ils viennent et ils participent. Ils savent que ça va avoir un impact, pas juste sur eux, mais peut-être au niveau de l'ataxie, au niveau mondial aussi. Donc, ils sont très patients et très généreux de leur temps avec nous, mais c'est pas ça reste des contraintes. Disons, quand on leur dit qu'il faut qu'ils reviennent 3 et 4 fois et qu'on est tout le temps en train de pousser sur les difficultés physiques ou cognitives qu'ils ressentent, c'est pas toujours facile. Il faut toujours faire attention aux items qui nécessitent de la manipulation et un temps donné. Ce qui est recommandé, c'est peut-être d'utiliser du succès-échec au lieu d'aller chercher vraiment des scores pondérés dans ce temps-là, voir sont-ils capables de le faire ou sont pas capables de le faire. C'est sûr que quand on arrive au niveau de la recherche, on veut avoir des scores pour voir les écarts types, mais au niveau de la clinique, c'est pas toujours nécessaire. Toujours utiliser le jugement clinique, ça restera toujours la clé d'une bonne évaluation. Et l'utilisation des versions sur ordinateur. De plus en plus, il y a des batteries qui se développent sur l'ordinateur, que ce soit sur le Cambridge ou il y en a d'autres. Ce qui est difficile, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment coté par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de réponses aussi à l'écran qui demandent une réponse motrice fine sur l'écran. Donc, ça devenait aussi une contrainte avec nos patients. Les conclusions. Il y a 15 tests qui ont reçu excellent sur la majorité des critères d'applicabilité. Fait que nos tests neuropsy sont quand même assez applicables à notre population. Ça nous permet de déterminer clairement pour cette population, c'est quoi, la grille qu'on a utilisée nous permet clairement de déterminer quel test qui peut être bon pour cette population-là et d'aller chercher une batterie plus complète. Ça pourrait être appliqué aussi, cette grille-là, à d'autres populations. Donc, pour essayer d'aller faire des batteries d'évaluation qui vont permettre à la fois la recherche, à la fois la clinique, d'avoir des batteries qui sont adaptées pour chacune des populations. Le temps de passation, c'était une problématique pour plusieurs sous-tests. Donc, des fois, voir si on peut avoir des versions beaucoup plus courtes, comme les matrices progressives de Raven qui durent très longtemps. Bien, la façon plus simple, c'est d'aller chercher les matrices du Waze. Il y a peut-être des formes aussi, il y a des tests qui utilisent des formes plus courtes. Donc, on parle plus en psychologie généralement, qui vont faire des 15 items au lieu de 35 items, 40 items. Donc, si on est capable d'aller chercher ces formats-là, ça peut être aidant.
La plupart de nos tests demandent une bonne connaissance des procédures d'administration et de cotation, mais les instructions sont quand même claires et concises. C'est sûr qu'il reste les critères déontologiques, à savoir qu'il faut être en mesure de bien avoir les qualifications pour passer les instruments et les coter. Donc, habituellement, ça devient un critère qui n'est pas vraiment applicable avec une bonne formation. La disponibilité du matériel est généralement acceptable, mais tout ça, c'est encore beaucoup les droits d'auteur, les coûts d'acquisition. Quand on peut se regrouper parfois pour aller acheter des tests, ça peut permettre d'avoir des batteries plus complètes parce qu'on a des montants qui peuvent monter facilement à 10 000 $ pour une batterie d'évaluation. C'est à peu près ce qu'on a calculé par rapport à notre batterie utilisée. La plupart permettent une discrimination entre les fonctions préservées ou atteintes. Il y a des tests qu'on voyait vraiment un bel écart au niveau de les personnes qui ont encore la fonction cognitive qui est préservée, alors que dans l'évolution, souvent, on voyait que la fonction pouvait être atteinte selon l'âge et on avait seulement 2 patients par tranche d'âge. Fait qu'on on suppose qu'on va quand même pouvoir voir les écarts de performance. Il reste que c'est une population qui est très hétérogène. Et de toute façon, dans la population générale, on a tous nos forces, on a tous nos faiblesses, fait que c'est normal de voir une certaine hétérogénéité. Mais on peut voir quand même un profil se placer. La compatibilité des formats, les tests utilisés sont considérés pratiquement tous adaptés pour l'âge, le genre et la culture. Donc, c'est des tests qui peuvent s'adapter très bien à notre population. Mais très peu offrent des versions alternatives. Ça pourrait être intéressant de développer des versions alternatives des tests, aller faire les normes pour voir qu'ils ont des équivalences, ce qui nous permettrait de faire du test-retest. Et quand vous suivez les patients cliniques, souvent, on veut les évaluer à plusieurs reprises dans leur cheminement. Et quand il y a un effet d'apprentissage important, le test n'est comme plus valide pour voir cette évolution des atteintes. La langue est souvent un problème. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La plupart des tests sont faits en anglais. Il y en a certains qui sont traduits officiellement en français avec des normes, avec des populations. Les normes utilisées avec les populations québécoises, des fois, c'est ridicule. Ça nous donne des cotations qui ne sont pas utilisables. Donc, parfois, il faut aller chercher les cotations, les normes anglophones pour avoir un bassin plus grand et une meilleure représentativité au niveau des normes. Et la plupart des tests ont des bonnes adaptations en fonction des demandes cognitives qui sont présentées. Donc, comme les tests neuropsychologiques, ça sert à évaluer les fonctions, le degré de fonctionnement. Souvent, ils vont partir d'items très faciles et monter à des items très difficiles, ce qui va nous permettre d'aller chercher une belle variabilité au niveau de la fonction en soi qui est mesurée. Nos limitations. Présentement, cette évaluation-là qui était faite de la batterie était faite avec la personne qui a fait la passation des sous-tests. Donc, l'examinatrice qui a passé les 8 personnes, après, elle réécoutait la vidéo et c'est là qu'elle se permettait de faire la cotation de la grille d'adaptabilité. Ça pourrait être intéressant qu'elle le fasse tout de suite après. Peut-être qu'elle aurait des réponses différentes. Si elle avait demandé aussi aux patients, donc d'aller plus dans du qualitatif, comment eux autres ils ont trouvé ça, poser la question sur certains critères, on aurait peut-être des réponses qui seraient beaucoup plus précises que ce qu'on a eu là. La cotation en temps réel pourrait se faire aussi avec la personne qui fait le test et un interjuge avec le vidéo. Donc, ça nous permettrait de voir 2 juges, est-ce qu'ils vont coter de la même façon le même critère. Il y a plusieurs tests qui ont dû être exclus au départ à cause du langage. Donc, il y a certains tests qu'on aurait voulu utiliser, mais qu'on n'avait pas pris parce qu'on se disait, avec la dysarthrie, ils ne seront pas capables. Fait qu'on a parlé que ce soit le test de vocabulaire du Waze. On ne pensait pas que les patients seraient en mesure, mais à réécouter les vidéos, on s'est bien rendu compte qu'on sera capable d'utiliser ces tests-là et qu'ils sont capables d'avoir une réponse verbale assez élaborée pour nous donner une bonne cotation. Et on avait un petit nombre de participants. C'est sûr qu'on en avait 8 pour ce projet pilote-là. Il y a certains projets qu'on est rendu à 30 en psychologique. Au niveau neuropsy, on vise au moins le 30. Ça reste petit, mais c'est quand même 10 % de la clinique neuromusculaire. Donc, dans les maladies rares, c'est quand même des échantillons qui sont assez importants. Je suis rendue aux questions. Est-ce qu'il y aura des questions par rapport à la présentation? Gilbert Defombrun, ergothérapeute au Centre Lucie Bruno. Bonjour. Je veux savoir, je sais que c'est peut-être pas partie de votre étude, mais comment appliquer ou est-ce qu'on peut faire des généralisations pour d'autres types d'ataxies, notamment l'ataxie de Friedreich? Là. Souvent, moi, je vois des similitudes là, dans certains comportements, là,
sur le plan cognitif ou sur le plan là, de la rigidité, est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser un peu puis avoir un peu le même profil là, avec d'autres ataxies, là, le Friedreich en particulier? Vous parlez de la grille pour l'adaptabilité ou pour le profil cognitif qui est ressorti? Bien, disons, notamment là, quand on fait des tests de dépistage, éliminer là, les parties motrices, ça va de soi. Mais est-ce que d'une ataxie à l'autre, je parle du Friedreich parce que je vois beaucoup de similitudes, est-ce qu'on peut généraliser là? Personnellement, moi, je trouve que cette grille-là pourrait être utilisée justement pour aller voir c'est quoi les batteries qui seraient les mieux, généraliser la grille finalement pour vérifier l'adaptabilité de la batterie. Au niveau des résultats puis de l'adaptabilité, probablement que ça se ressemble, plus la pathologie va se ressembler, plus il va y avoir de chances que les résultats se ressemblent. De là à dire qu'ils vont tous avoir le même type d'atteinte, je n'irai pas jusque-là. Je pense que chacune des populations va avoir son profil type d'atteinte. Mais pour évaluer les outils à utiliser, la grille est vraiment intéressante. En clinique, demander à un clinicien d'aller faire une grille comme ça sur l'applicabilité de ces outils pour chacune de ces... c'est un peu impensable, c'est utopique, mais au niveau recherche ou au niveau développement de batterie pour les tests qui vont devoir être passés au niveau des traitements génétiques, ça va être très important d'aller voir une batterie qui est vraiment efficiente et qui va cibler les bonnes choses. Fait que oui, il y a une partie généralisation, mais je resterai avec certaines contraintes spécifiques à chacune des ataxies qui n'ont pas le même développement au niveau physique, au niveau de la diarthrée. Donc... Merci. Merci. Merci beaucoup de votre attention.